Chers amis, bonjour. C'est encore une bonne occasion d'être ensemble aujourd'hui autour d'un thème très intéressant, la communication entre les époux. Et ce thème sera présenté comme la dernière fois par M. Michel Kenmoué. Nous lui souhaitons la bienvenue et nous lui disons bon moment parmi nous. Bonsoir, Merci, Michel Kenmoué. Bonsoir, pasteur, et merci pour le privilège. La dernière fois, nous avons parlé de la communication dans la cellule familiale en plein confinement. Et au cours de cette émission, nous avons partagé des idées très intéressantes où tous ceux qui ont eu l'occasion de voir sur YouTube cet exposé ont dû s'apercevoir que c'est un sujet extrêmement important. Mais aujourd'hui, nous allons un peu cerner la situation dans le couple entre les époux. Et j'aimerais déjà vous poser une question. À quel moment commence la communication entre les époux? Avant ou au moment du mariage? Alors, une fois de plus, pasteur, merci pour le privilège de cet entretien qui me donne l'occasion très humblement de partager une expérience avec les frères et sœurs, avec voilà, toutes les personnes désireuses de pouvoir suivre ce programme. Je commencerai d'abord par dire que les statistiques nous montrent combien de fois la mauvaise qualité de la communication dans la vie de couple impacte sur le vivre ensemble, impacte sur la persistance des préjugés, sur la persistance des incompréhensions au sein des foyers et aussi la persistance des conflits, ou encore la persistance des sous-entendus. Et tout cela ne facilite pas le vivre ensemble pour personne. C'est-à-dire que l'absence de communication dans le foyer ne met personne à l'aise. Que ce soit, quel que soit l'époux ou bien même jusqu'aux enfants, personne n'est à l'aise dans un environnement où il n'y a pas une communication de qualité. C'est pour dire toute l'importance et de parler de ce sujet. Et pour revenir donc plus spécifiquement à la question que vous avez posée, effectivement, à quel moment est-ce qu'il faut commencer la communication? Je dis, on sait très bien le processus qui conduit à ce qu'un couple puisse se former. Il y a l'amitié, il y a les fiançailles, et après, il y a le mariage. Et si la communication est faussée depuis le début de ce processus, c'est-à-dire depuis la phase de l'amitié, des rencontres, et si rien n'est fait pour pouvoir prendre conscience qu'on est parti sur des mauvaises bases pour ce qui est de la communication, ce raté-là va poursuivre jusque dans la vie de couple. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, le mariage ne fait pas un miracle pour pouvoir transformer une erreur subitement en, comment je vais dire, en une qualité ou bien voilà. Donc, si on trimballe des tares depuis la période des fiançailles avant de s'engager dans le mariage, ces tares vont nous suivre. Et parfois, il va même être beaucoup plus difficile de pouvoir les corriger si il n'y a pas une réelle volonté de la part des époux à une remise en cause et à accepter d'aller vers le changement. Parfois, on va entendre l'un des époux dire, en tout cas, tu sais que j'ai été toujours comme ça. Et le fait de dire, ou bien j'ai toujours parlé ainsi, et tu sais que depuis qu'on se connaît, c'est toujours comme ça que j'ai réagi. Mais le fait, c'est que l'autre, à un moment donné, parfois, parce qu'on se dit avec le temps, ça va changer, avec le temps, ça va s'améliorer, on a laissé faire. Et après, non, on se retrouve dans la vie de couple au moment où on veut expérimenter ce qu'on pensait, le changement qu'on espérait voir se produire. C'est-à-dire qu'on veut expérimenter le type de communication dont le changement permettrait que cela puisse avoir lieu.
Mais malheureusement, ce changement ne se produit pas et on n'expérimente pas le type de communication. Mais alors, est-ce qu'il y a des indices qui permettent de déceler ces défauts de communication déjà dans la période prénuptiale? Bien sûr. Alors, comme c'est tellement varié, comme c'est tellement divers, je pense plutôt qu'il est fortement recommandé, comme cela est recommandé dans le milieu chrétien, que des personnes qui s'engagent dans la vie de couple puissent se faire assister, puissent se faire aider dans ce processus de préparer cette rencontre entre deux êtres. Parce que le mariage, c'est deux êtres avec des éducations, avec des convictions parfois très profondes, avec des manières de voir. Et l'amour, bien que l'amour puisse parfois nous permettre de supporter un certain nombre de choses, ça ne nous permet pas d'accepter tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut accepter de prendre sur soi, mais comme le naturel de l'être humain est, à un moment donné, on a le sentiment d'avoir trop pris sur soi et on veut que ce soit un peu différent. Pourquoi c'est toujours moi? Donc, je crois que, étant donné que les manières par lesquelles ces ratés dans la communication peuvent se manifester, il serait difficile de pouvoir les lister, par exemple. Donc, je dirais que très souvent, si on peut prendre juste un exemple, c'est le fait de ne pas s'écouter. Juste cet exemple. Le fait qu'on ait un partenaire, on ait un couple où, au tout début, il n'y a qu'une personne qui parle. Il n'y a qu'une personne qui a quelque chose à dire et que l'autre n'a rien à dire et que l'autre qui a toujours à dire ne sait pas exploiter l'autre forme de communication qu'est le silence, parce que le silence lui-même est une forme de communication. Si l'autre ne sait pas exploiter le silence pour donner de l'espace à son partenaire, qui peut-être n'est pas très apte à pouvoir parler, à pouvoir avoir lui aussi le temps de s'exprimer, ça va conduire à une relation où il n'y a qu'une seule personne qui parle, mais après, à un moment donné, si l'autre décide de parler, parce que l'autre n'a pas l'habitude de parler, on a peut-être tendance à ne pas lui accorder l'oreille attentive nécessaire. Et cela devient à la longue préjudiciable dans la cohésion de la vie de couple. Mais les exemples sont tellement nombreux pour que, voilà, on puisse mettre des noms sur. Mais le conducteur qui, sur la route, conduit son véhicule, utilise le code de la route. Y aurait-il dans le couple une sorte de code de communication qui baliserait les priorités, les stops, etc. pour améliorer la communication? Alors, je, je pense que nous tous, nous savons la liste de toutes les publications qui ont vu le jour, conseils sur la communication, les différents profils, les différentes formes de communication, les profils psychologiques des partenaires, comment est-ce qu'on s'adapte par rapport à ces différents profils psychologiques. Il y a tellement de guides aujourd'hui qui existent sur le comment réussir la communication. Mais je vais revenir un tout petit peu à un certain nombre de principes que je trouve dans la Bible, dans le livre de Proverbes, qui me semblent, à mon sens, être, comment je vais dire, des exemples plutôt très, très à propos par rapport à cela. Il y a ce texte, je crois, de Jacques chapitre 1, le verset 19, où il dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. » Je pense que très souvent, nous sommes tellement préoccupés à faire avancer notre opinion qu'on n'a pas le recul nécessaire de l'écoute. Et je crois que l'écoute, c'est... Si on n'a pas besoin d'éduquer à parler, c'est-à-dire que, bon, à pouvoir s'exprimer, parce que tout naturellement, lorsqu'on peut utiliser des mots, on sait s'exprimer.
Mais là où je pense que nous devons faire un exercice d'éducation, même vis-à-vis de nos enfants, c'est éduquer à écouter. C'est tellement important l'écoute. Et c'est parfois ce qui manque. Parfois, on est tellement... Je ne sais pas si vous avez vu combien de fois vous parlez à une personne, il vous arrive parfois de parler à une personne, et que la personne est plus préoccupée à réfléchir sur ses propres arguments en retour par rapport à ce qu'elle pense que vous avez à dire, ou bien que vous aurez à dire, non pas parce que, par rapport à ce qu'elle sait que vous avez dit, mais à ce qu'elle pense que vous êtes sur le point de dire. On est plus préoccupé à fabriquer ces arguments qu'à écouter avant de formuler ces arguments. Et ça, je me dis, s'il y a un b.a.-ba, un principe de base pour pouvoir permettre que la communication au sein du foyer puisse croître positivement, c'est cette aptitude à pouvoir écouter. Alors, certaines personnes disent assez spontanément qu'elles n'ont rien à dire. Elles écoutent volontiers parce qu'elles n'ont rien à dire. Est-ce qu'on peut baser une communication sur un mode de celui qui parle et l'autre qui écoute, mais qui écoute de manière assidue et sans jamais rien dire? Alors, je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui écoutent seulement dans la vie. À partir du moment où on peut faire l'usage des mots pour pouvoir parler ou bien des signes pour pouvoir parler, il y a toujours soit un sujet qui nous intéresse, qui nous passionne, soit euh, une manière de faire des choses qui vont nous faire naturellement sortir de notre gond, sortir de notre zone de silence pour pouvoir nous exprimer. Très souvent, de l'expérience que j'ai, des cas où j'ai eu à rencontrer des personnes qui estimaient n'avoir toujours rien à dire, parfois c'est le fait d'avoir le sentiment que d'ailleurs, quel que soit ce que je vais dire, on ne va pas prendre cela en considération. Donc, si on a le sentiment que à chaque fois qu'on a eu l'occasion de parler, que l'autre n'a pas su accorder l'importance nécessaire, le sérieux dans l'écoute de ce qu'on a dit et retourner, c'est-à-dire que cette écoute active qui consiste à pouvoir ramener à l'autre les mots qui permettent à l'autre d'avoir le sentiment que oui, j'ai été entendu, qu'on a compris ce que j'ai voulu dire. Lorsqu'on ne sait pas le faire, alors l'autre aura le sentiment que, quelle que soit sa contribution, cette contribution ne sera pas prise en compte. Je pense que quelle que soit la situation, dans une relation de couple, nous devons essayer autant que faire se peut de donner l'occasion à l'autre de pouvoir s'exprimer. Je pense que c'est tellement important, même pour des choses les plus banales, donner l'occasion à l'autre de s'exprimer et lui faire le feedback. Et ça, ça fait partie de ce qu'on appelle cette écoute active, lui faire le feedback de ce qu'on a compris. Parce que c'est ça qui rassure l'autre sur le fait que nous lui avons prêté attention. Surtout pour des personnes qui ont le sentiment que très souvent, ce qu'elles disent ne sont pas prises en considération. Pour ces personnes, nous avons donc besoin de renforcer l'écoute active pour pouvoir les rassurer sur le fait qu'on a pris cela en considération. Oui, je veux rappeler qu'il y a d'autres personnes qui participent à l'émission. C'est une émission interactive. Si elles veulent poser des questions ou intervenir, elles le peuvent à n'importe quel moment. Il suffit simplement d'ouvrir votre micro et, et parler ou intervenir. Oui, alors, quelles sont les méthodes que l'on peut utiliser pour créer cette écoute active, cette communication fluide? Alors, je dois dire que
lorsqu'on est déjà en couple et que le départ a été faussé, le processus de rectification peut être long en fonction, comment je vais dire, du problème qui a engendré cette rupture. Vous savez, je disais tantôt qu'une personne qui a le sentiment que, quelle que soit sa contribution, quel que soit ce qu'elle dit, elle n'a pas le sentiment qu'après l'avoir dit, que cela a été pris en compte par son partenaire. Alors, il y a Erving Goffman qui avait proposé cette théorie, que je ne vais pas rentrer en détail sur la dimension technique, mais je vais quand même l'expliquer un peu pour que nous puissions comprendre comment est-ce que le cerveau humain, selon ces théoriciens, fonctionne et comment est-ce que les expériences précédentes impactent sur notre réaction par rapport à de nouvelles situations. En fait, Erving Goffman dit que lorsque nous passons au travers des expériences de la vie, nous tirons de ces expériences un certain nombre de cadres de référence. Ces cadres de référence nous permettent d'interpréter la nouvelle situation. C'est-à-dire que une personne qui a le sentiment, de par les expériences antérieures, que sa communication, sa contribution à la communication dans la vie de couple n'a pas la reconnaissance que cela devrait avoir, cette personne intègre cela comme étant un cadre de référence pour pouvoir faire des communications futures. Ou bien le fait d'avoir dit des choses et de se sentir rabrouillé ou de se sentir méprisé ou bien minimisé dans ce qu'on a eu à dire, la personne finit par intégrer cette expérience-là comme étant un cadre de référence. Et de l'autre côté, le fait que vous avez eu à discuter sur des sujets et que vous vous êtes mis d'accord et que par la suite, l'autre a décidé d'aller à l'encontre de tout ce que vous aviez conclu par le passé, qu'est-ce que cela fait? Cela fait pour chaque participant à ce processus un nouveau cadre de référence. On accumule ces cadres de référence-là et cela impacte désormais lorsque, par exemple, vous avez accumulé cela, si le partenaire vous dit « viens qu'on puisse discuter de ce sujet ». Alors, quand vous vous asseyez, lorsque le partenaire commence à parler, vous n'interprétez plus seulement les mots du partenaire, mais vous utilisez la somme des cadres de référence que vous avez pour pouvoir interpréter, analyser et faire sens à ce que le partenaire est en train de dire. Donc, si les cadres de référence sont positifs, vous permettent de vous mettre en situation de confiance par rapport à la communication avec votre partenaire, alors la communication va être plus ou moins sincère, plus ou moins constructive et faciliter aussi la participation. Mais si le cadre de référence, c'est le cadre de référence qui conduit à avoir le sentiment que quoi qu'il en soit, ce que l'autre dit, ce n'est pas ce que l'autre va faire, ce que l'autre dit, ce n'est qu'une manière de parler, mais en fait, il n'y a pas de sincérité, ou bien il n'y a pas véritablement d'engagement, ainsi de suite. Lorsqu'on y va avec déjà ces a priori, à cause de la somme de l'expérience passée, la communication, elle ne va pas être efficace. Donc, à mon sens, je pense que, puisque là, nous avions dit tantôt par rapport à la vie en confinement, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Savoir s'arrêter et décider que passons en revue la qualité de la communication au sein de notre foyer. Parce que comme je l'ai dit au tout début, lorsque la communication est inefficace dans le foyer, c'est tout le monde qui en pâtit. Même la personne qui, dans le foyer, donne l'impression de se sentir beaucoup plus à l'aise par rapport à ce qui se passe, ce n'est pas vrai. Elle aussi, d'une certaine manière, parfois peut-être pas sans en rendre compte, souffre aussi de cela. Donc, à un moment donné, il faut avoir le recul, prendre le recul de s'arrêter et de se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, pasteur, lorsque nous avons dit lors de notre première session, pour réussir toute expérience que nous voulons dans le cadre du foyer, pour qu'elle soit réussie, ça doit être le fruit d'une collaboration. Un partenaire ne peut pas à lui seul réussir la communication dans un foyer. Parce que c'est la communication, comme son nom le dit, c'est toujours avec. C'est avec.
Il faut toujours cette interaction et il faut que l'autre puisse être d'accord. Donc, à un moment donné, je crois qu'il faut encourager à ce que les partenaires puissent avoir le recul nécessaire, s'arrêter et se dire, est-ce que ceci n'est pas le moment de réfléchir à la qualité de notre communication? En proportion, la communication non verbale, quelle proportion prend-elle dans la communication globale? Alors, bon, selon, vous savez, c'est des calculs qui sont plus ou moins donnés comme ça, juste pour montrer son importance. D'aucuns disent que les mots que nous émettons dans la communication représentent les 30% du message qui est compris et que le reste, c'est la partie non verbale de ce message. C'est ça qui va être perçu par l'autre. Et que c'est le non-dit qui parfois permet de croire en ce qui est dit ou pas, de croire en ce qui est dit ou pas. Mais bon, ça aussi, il faut relativiser parce que tout l'art de la communication dans notre société, c'est aussi de savoir manipuler tous ces outils pour qu'on soit à même de tenir un propos et de mimer les gestuels ou bien les indices non verbaux qui permettent de penser que ce dont on est en train de dire, c'est effectivement ce qu'on veut faire savoir. Donc, nous avons une question là d'un participant. Bernard, il faut ouvrir le micro. D'accord, merci beaucoup pour l'émission. Je suis un peu en retard, mais j'ai une question après avoir suivi M. Michel Kemoué pour son exposé. Ma question, la voici. Je voudrais savoir si la culture peut influencer la communication dans le couple. Si la culture peut influencer la communication dans le couple. Merci. Merci Très bonne question. Merci beaucoup, Bernard. Alors, comme je disais, j'ai essayé de décrire cette théorie de Erving Goffman qui disait que les expériences par lesquelles nous traversons dans la vie nous permettent de pouvoir constituer notre bagage de cadres de référence. Les cadres de référence, c'est les éléments qui nous aident à interpréter les nouvelles situations. Et quand je parle d'interpréter, c'est-à-dire qui nous aident aussi à nous engager aussi dans de nouvelles situations. Notre culture nous confère le cadre, l'environnement dans lequel nous avons vécu. C'est-à-dire au-delà même avant même d'arriver à la culture, l'environnement immédiat dans lequel nous avons grandi nous confère des cadres de référence. La culture dans laquelle nous avons été façonnés nous confère aussi d'autres cadres de référence. Et ces cadres de référence nous aident dans notre interaction avec l'autre. Donc oui, la culture influence sur la manière par laquelle nous interagissons avec les autres. Il y a par exemple, je prendrai cet exemple où dans une culture, on estime que si vous vous adressez à une personne sans regarder la personne dans les yeux, c'est que vous êtes en train de mentir, ou bien c'est que vous ne considérez pas, vous n'accordez pas de la considération à la discussion. Mais ce n'est pas vrai dans toutes les cultures. Je pense par exemple dans une culture où on pense que lorsqu'on veut dire un oui muet, on le fait en faisant un hochement de la tête du haut vers le bas. Mais les San, par exemple, en Afrique du Sud, quand ils veulent dire oui, c'est en faisant un hochement de gauche à droite. Donc, la culture, effectivement, nous donne des cadres de référence qui nous permettent de pouvoir interagir avec autrui. Et ces cadres de référence sont parfois solidement ancrés. Parce que vous savez, on a grandi dedans. Et vous savez, lorsqu'on expérimente, lorsqu'on traverse les mêmes expériences, en tirant les mêmes leçons, cela renforce les cadres de référence existants. Et donc, notre culture, comme nous avons grandi dedans et que depuis notre bas âge jusqu'à notre âge adulte, nous avons accumulé des expériences qui nous ont réconfortés dans ces convictions, finalement, lorsque nous allons rencontrer une personne qui, dans la vie de couple, nous comportons vis-à-vis de cette personne à partir de ce cadre de référence que nous avons accumulé de par nos expériences, de par notre culture, de par notre environnement.
Mais là, c'est de façon générale. Mais ne pourrait-on pas penser que l'éducation du couple, dans le couple, des conjoints, joue un rôle quelquefois bien plus important que la culture ambiante? Parce que deux personnes peuvent venir de pays différents, de cultures différentes, mais elles peuvent vivre dans le même pays, dans la même tribu, dans le même cadre, mais avoir des éducations différentes, ce qui conditionne aussi la qualité de la communication. Oui, l'éducation, mais je pense plutôt, pasteur, c'est plus une question d'attitude, l'ouverture d'esprit. Je pense que à partir du moment où on s'engage dans une relation à deux, il faut s'engager à s'adapter. Il faut s'engager à rencontrer des pensées différentes, des modes d'analyse des situations de la vie différentes, et sans y aller en ayant le sentiment que ce que nous avons accumulé comme cadre de référence est la vérité absolue. Il faut y aller avec une certaine dose d'ouverture d'esprit. Et sans cette dose d'ouverture d'esprit, on va aller dans une relation en ayant le sentiment que, voilà, tant que l'autre ne s'assujettit pas à ce que nous avons défini comme étant la norme ou bien comme étant voilà, la vérité, alors vous n'allez pas vous entendre. Donc, je crois l'ouverture d'esprit, et ça, l'éducation nous aide effectivement à pouvoir avoir une dose d'ouverture d'esprit. Mais oui, c'est extrêmement important cette ouverture d'esprit parce que c'est elle qui nous permet d'aller à la rencontre de l'autre sans préjugés, en acceptant et en reconnaissant que l'autre est différent de nous. Et alors, dans quelle catégorie va-t-on placer les femmes qui disent et affirment, et j'en ai rencontré d'ailleurs, que si leur mari ne les gifle pas un peu ou ne les rudoie pas un peu, elles n'ont vraiment pas le sentiment d'être aimées? Alors, c'est pas à les classer dans une catégorie, pasteur. Je crois que c'est plutôt le reflet de ce que nous sommes en train de dire. Il y a un cadre de référence, fruit de sa culture, fruit du milieu dans lequel elle évolue. Parce que, vous savez, il y a une étude, par exemple, qui a été faite au niveau du Sénégal lorsqu'on faisait la stratégie, ou la stratégie pour le plan d'action contre la violence faite aux femmes. Et cette étude démontrait que la population, une part non négligeable de la population, estime que c'est normal qu'un mari, par exemple, porte main sur son épouse parce qu'elle n'a pas fait la cuisine. Alors, donc le fait que le mari puisse porter main sur son épouse, et ça, cet avis, ce n'était pas des hommes qui portaient cet avis, c'est des femmes qui portaient en majorité cet avis-là. Et donc, c'est-à-dire que le cadre de référence dans lequel elles ont évolué, on leur a fait comprendre qu'elles doivent humilité, obéissance en tout point de vue à leur époux, et que le mari peut se fâcher, et que si le mari se fâchait et lui portait main, ce n'est pas très grave, c'est normal, c'est même une preuve d'amour. Oui, si la culture lui a inculqué cette manière de penser, il va sans dire que lorsqu'elle va se retrouver confrontée effectivement à un époux qui lui porte main, qu'elle puisse être tentée, qu'elle sera tentée d'utiliser cette explication que lui confère sa culture pour interpréter le comportement de son mari et ne y voir aucun problème. Donc, oui, effectivement, nous avons affaire effectivement à une panoplie de cultures, mais fort heureusement, c'est que nous avons la parole de Dieu qui nous rappelle que nous devons du respect. La parole de Dieu est contre effectivement cette manière de traiter son épouse. La parole de Dieu est plutôt dans une idée de respecter, d'aimer, de valoriser son épouse. Donc, je crois que la parole de Dieu est aussi, de mon point de vue, un élément fondamental qui peut nous permettre à ce que là où la culture a failli,
à nous inculquer les cadres de référence positifs, si on peut dire ainsi, les cadres de référence positifs, autant pour moi, la parole de Dieu peut combler. Et elle le fait d'ailleurs très bien. Hein. Pour preuve, on le voit aujourd'hui, des personnes qui viennent de backgrounds extrêmement différents, qui sont unis dans la fraternité autour de la parole de Dieu. Donc oui, je crois que la parole de Dieu peut nous servir de cadre de référence permettant d'aller au-delà de ces divergences culturelles. Alors, comment peut-on discerner la frontière entre l'écoute active, mais qui se traduit par un certain silence, et l'indifférence? Alors, si on rencontre une personne pour la première fois, on ne peut pas faire cette distinction. Mais puisque nous parlons des couples, les couples vivent ensemble depuis un certain temps, ont appris à se connaître, à interpréter le regard, à interpréter l'attitude. Et ça, dans 80%, et là je donne un chiffre comme ça, de cas, il est difficile qu'un époux puisse se tromper sur le fait que l'autre partenaire réagit par indifférence. Parce que la cohabitation, en fait, le fait de vivre ensemble a fait en sorte que rapidement, on peut détecter ce qui, dans l'attitude de l'autre, renvoie à une indifférence, renvoie à un respect, renvoie à une attitude d'écoute. Et donc, au tout début, c'est difficile pour tout le monde. Lorsque nous rencontrons une personne pour la première fois, c'est difficile de nous faire une idée complète, totale sur la manière dont la personne réagit vis-à-vis de nous. Mais, comme nous l'avons dit tantôt, l'écoute. Vous savez, même la parole de Dieu parle sur l'importance de l'écoute. J'aime bien le texte de Proverbes chapitre 18. Il y a des versets par là. Il y a d'ailleurs le verset 2 de ce proverbe, traduit d'ailleurs, que j'aime mieux d'ailleurs la traduction de Parole de vie de ce verset qui dit « Ce qui plaît au sot, ce n'est pas de comprendre, c'est de répandre ses idées. » Et ça, très souvent, on est tellement préoccupé à se faire entendre, à démontrer qu'on a raison et que son point de vue est celui qui doit primer, qu'on n'a pas le temps d'écouter. Et le verset 13 de ce même proverbe de dire « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. » L'écoute, même la parole de Dieu nous conseille sur l'importance de l'écoute. Et malheureusement, très souvent, on n'a pas la patience nécessaire. Vous savez, l'écoute, parfois, il y a un psychologue qui disait que c'est un travail sur soi beaucoup plus dur que le travail à trouver les mots pour pouvoir s'exprimer. Parce qu'on est plus préoccupé à vouloir construire des arguments pour avoir raison qu'à écouter dans le but de trouver des avis les plus adéquats afin de proposer une réponse qui soit constructive. Alors, en conclusion de notre rencontre d'aujourd'hui, quels sont les conseils majeurs que vous pourriez donner aux couples qui nous écoutent et ceux qui vont aussi avoir accès à cette vidéo? Il y a Marie-Jo qui a voulu, je pense… Oui, je voulais poser une question avant la conclusion. C'est que celui qui parle doit donner quand même à l'autre la liberté de penser autrement et de pouvoir s'exprimer. Parce que c'est vrai, dans la communication, donne, ok, on écoute, l'autre écoute, mais il faut que l'autre puisse parler. Et ce n'est pas parce que l'autre parle pour qu'on soit toujours en pleine harmonie. Donc, celui qui parle doit pouvoir donner cette liberté à cette personne de pouvoir être contre, avec du tact, le dire. Oui. Alors, merci beaucoup, Marie-Jo. Je pense que déjà, ce sur quoi nous avons discuté, ce n'est pas tant la conclusion de l'acte de communication.
quelle est la conclusion à laquelle on doit parvenir lorsque nous avions engagé un acte de communication. Non. Et cette fois, nous nous sommes plus focalisés sur comment conduire une communication pour qu'elle soit efficace. Et je disais, l'écoute. Pourquoi je mets l'accent sur l'écoute? Parce que c'est ce qui manque le plus dans les relations de couple. Très souvent, on est plus préoccupé à dire des choses pour avoir raison, pour démontrer qu'on a raison, qu'à écouter. Et l'écoute, la bonne écoute, est aussi pour moi une manière de déjà remporter la victoire sur la qualité de la communication. Maintenant, nous avions dit tantôt que lorsque nous nous engageons dans une relation de couple, c'est des personnes qui viennent avec des cadres de référence qui peuvent parfois se compléter ou bien qui sont parfois différentes. Et que ce qu'il faut, c'est l'ouverture. L'ouverture. Mais quand nous parlons de l'ouverture, c'est cette ouverture d'esprit qui amène à pouvoir accepter. Très souvent, nous avons de la peine à accepter que l'autre ait raison ou bien à laisser que l'autre puisse avoir raison. Oui, je préfère dire laisser que l'autre ait raison lorsque nous croyons dur comme fer que c'est nous qui avons raison. Or, dans la vie de couple, ce ne devrait pas être une compétition, à mon avis. On doit être dans une démarche de construction ou encore de mieux, de co-construction. C'est construction ensemble, construire ensemble. Ce n'est pas tant la quête de la vérité qui triomphe de tout. Non, je pense que parfois, si arriver à la vérité qui triomphe de tout risque de conduire à, comment je vais dire, à jeter le froid dans, ou bien à apporter, comment dire ça, de la discorde dans la vie de foyer, parfois il vaut mieux prendre le recul pour laisser aux uns et aux autres. Parce que, et ça, quand on parle de l'écoute, ce n'est pas seulement l'écoute au moment où l'autre parle. Parfois, quand on a parlé à autrui, il faut même lui donner des jours et de rester à l'écoute. Lui donner le temps d'aller digérer ce qu'on lui a dit pour qu'elle puisse intégrer ce qu'on a à lui dire et nous revenir avec un avis. Donc, parfois, j'ai assisté à des fois où, dans le cadre de la communication, on dit une chose à une personne et on veut que la personne réponde de suite. Il faut que tu me dises, il faut que tu me dises, il faut que tu me dises. Mais non, l'écoute, c'est aussi savoir être patient, donner l'occasion à l'autre. Il y a des personnes qui réfléchissent très vite et qui, aussitôt écoutées, peuvent rapidement donner des réponses. Il y en a d'autres que plus le sujet est important, plus elles ont besoin du temps pour pouvoir réfléchir et apporter leur contribution. Mais si on les accule à vouloir à tout prix qu'il faut qu'elles répondent, on n'est pas dans l'écoute. On est tout simplement dans le harcèlement. Donc, je crois l'écoute, c'est un élément extrêmement important dans le cadre de la communication. Et aussi, par rapport à ce que vous avez dit, l'ouverture, l'honnêteté avec le partenaire. Et l'honnêteté, c'est au fil des temps qu'on peut savoir que le partenaire est honnête envers soi. On ne peut pas le découvrir aussi facilement au premier abord. Au premier abord, sous l'effet de l'amour, on croit. Mais avec le temps, on finit par vouloir s'interroger. Peut-être lorsque des expériences nous sont venues mettre un peu du doute dans notre cœur, on commence à s'interroger. Donc, on a besoin que l'autre, dans son attitude, puisse nous aider à avoir les indices qui nous rassurent sur le fait que l'autre est honnête vis-à-vis de nous. Nous devons savoir les lui donner. L'ouverture et l'honnêteté dans la conversation. Eh bien, nous réalisons que ce sujet est très complexe. Il est très étendu aussi. Nous voulons
donner rendez-vous à nos amis la semaine prochaine, dimanche, même heure, même fréquence, même idée. Et le thème que nous allons aborder sera simplement le prolongement du thème d'aujourd'hui, puisque nous allons peut-être, docteur, nous étendre davantage sur la manière de bâtir une communication saine et stable. Merci beaucoup, pasteur, pour cette occasion, pour cette opportunité qui nous est donnée à nous tous de pouvoir échanger. Merci pour les questions. Je crois, si je devrais conclure, c'est de rappeler tout simplement que dans la vie de couple, nous y allons avec nos convictions, nous y allons avec nos manières de voir, nous y allons avec nos cadres de référence qui sont le produit de notre éducation, de notre environnement, de notre culture. Mais que si nous voulons réussir dans la vie de couple, nous devons faire preuve d'ouverture d'esprit. Savoir reconnaître de la même manière que nous avons des convictions profondes, que nous avons des cadres de référence qui nous aident à interpréter, à faire sens de toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés, ou bien à comprendre et même à interagir avec autrui. De même, l'autre a aussi son propre bagage de cadres de référence, de convictions profondes qui l'aident à interpréter les choses d'une manière parfois pas toujours en cohérence avec la nôtre. Et cette ouverture d'esprit, c'est ça qui fait même la richesse du foyer. Parce que de cette ouverture d'esprit qui doit être réciproque, alors va émerger le nouveau moi, c'est comme cela que je l'appellerai, le nouveau moi qui est maintenant le moi collectif du couple. C'est-à-dire que les individualités que nous avions avant d'entrer dans la vie de couple, par ce frottement, par cette vie d'ensemble et ce désir de s'ouvrir à l'autre et d'accepter la différence, il va émerger de nous un nouvel être qui n'est pas ce que nous étions, mais qui est le produit de ce que nous étions et de ce que nous sommes devenus par la force de cette cohabitation, par la force de l'acceptation de la différence. Et lorsque cette acceptation de la différence est réciproque, alors il y a une communication fusionnelle qui voit le jour au sein de ce foyer et qui sert de ciment à la qualité du vivre ensemble. Donc mon souhait, c'est que le Seigneur puisse nous aider, nous tous, à faire preuve, comme le dit le proverbe, d'écoute, mais alors véritablement écouter et d'honnêteté dans l'interaction avec autrui, dans le souci premier de co-construire le foyer. Et ça, je mets vraiment l'accent sur cette co-construction. Le foyer, ce n'est pas l'affaire d'une personne. Personne à lui seul ne peut porter un foyer. Le foyer, on le porte avec son partenaire. Et lorsque nous sommes animés par cette volonté de co-construire un foyer où il fait bon vivre, voilà, nous devons respecter, je crois, par la grâce de Dieu, ces quelques principes que nous avons édictés, et il y en a certainement beaucoup d'autres que l'on peut trouver ailleurs. Mais je crois que c'est une très juste conclusion. Merci, Monsieur Michel. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Notre rendez-vous dimanche prochain à la même heure, 18h30 pour l'Afrique de l'Ouest et 20h30 pour la France. Pour la Guyane, ça sera un petit peu une heure différente. Pour la Guadeloupe, la Martinique aussi. Et merci. Et nous envisagerons d'aller assez loin dans cette réflexion puisque nous avons plusieurs thèmes en réserve. Et je crois que vous avez trouvé de l'intérêt aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et je vous remercie pour votre participation.